Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Bonjour Joël Milquet. Bonjour. On commence donc la semaine avec la ministre de l'Éducation au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais avant, je voudrais m'adresser à la conseillère communale, chef de groupe pour le CDH à la ville de Bruxelles. Le feu d'artifice aura donc quand même bien lieu à la place de Beaucaire. C'est ce que vient d'annoncer Yvan Mayer au début du journal qui a précédé cette interview. Ça vous rassure ? Bon, au moins, on aura servi à quelque chose, puisqu'on s'était totalement opposé à ce qu'on supprime le feu d'artifice, qui est quand même un grand moment du 31 juillet dans une capitale comme Bruxelles. Alors j'espère qu'il se fera dans les meilleures conditions de sécurité et surtout d'accessibilité, puisque quand c'était au Mont des Arts, il y a 100 000 personnes qui pouvaient venir le voir. J'espère qu'on pourra en tout cas avoir un maximum de personnes pour venir le voir. C'est déjà une bonne nouvelle. Je voudrais avoir les détails. On a un conseil communal tout à l'heure, mais au moins nous aurons permis, j'espère. C'est grâce à vous, finalement, il y a un feu d'artifice. Non, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait. Je pense qu'au Parlement, ça a été aussi suivi par d'autres. Donc, mais c'est bien d'avoir une opposition qui est constructive et qui permet dès lors... Est-ce que vous n'avez pas tapé un petit peu fort sur la majorité, sur ce feu d'artifice ? Moi, je n'ai pas tapé sur la majorité. Moi, je ne tape pas sur une majorité. Je demande qu'il y ait un feu d'artifice pour les citoyens. Vous avez commencé par « je suis stupéfaite » et puis à la fin, c'était « bonne fête de Noël à tous ». Non, c'était au second degré. Avec un peu d'ironie. Écoutez, quand à 5 semaines d'un réveillon, vous annoncez tout de go comme ça, que parce que vous avez une idée personnelle haute, vous supprimez pour 100 000 citoyens le feu d'artifice. Oui, c'est un peu étonnant en mode de gestion. Bon, il est revenu en arrière parce qu'ils prennent beaucoup de décisions très précipitées, qui n'ont pas toujours la sagesse de l'analyse. Donc tant mieux si, pour finir, ils l'ont maintenu. J'espère qu'il se fera dans les meilleures conditions et surtout qu'un grand nombre de personnes pourront quand même venir le voir. Quand vous dites que c'était un peu précipité, c'est quoi? C'est le style Yvan Mayer? Disons que le but n'est pas nécessairement de prendre dans une unité de temps très courte une addition de mesures qui provient de son propre choix. Et que dans une ville, il y a 150 180 000 habitants et qu'il faut aussi tenir compte des 180 000 habitants qui peuvent penser, vouloir, désirer des choses qui ne sont pas nécessairement dans la tête de M. Mayer. Et que c'est bien dès lors un peu de concerter et de sentir aussi l'émotionnel des gens. Voilà, ici, on a un peu aidé, j'espère, et tant mieux, on verra ce qui sera présenté. Vous irez le 31 décembre, place de Beaucaire? Si je suis là, oui, bien sûr. Mais si je ne suis pas là, je prendrai des vacances comme tout le monde. Alors, autre dossier à la ville où vous avez également publié un communiqué, vous positionnez assez fort. On rappelle que le CDH est dans l'opposition à la ville de Bruxelles. C'est le parking sous la place du jeu de balle. Pourquoi il ne faut pas le faire? Mais parce qu'on n'en a pas besoin. De un, que ça va totalement casser tout un quartier par des travaux inutiles, ça va coûter cher et ça va amener vraiment en plus une concentration du trafic à la rue Blaz. Et on n'en a pas besoin. Pourquoi ? Parce qu'autant je suis pour la piétonisation du centre de Bruxelles, on a toujours été très volontaire sur ce point, même avec une vision assez large des choses. Donc là, vous êtes plutôt favorable à ce qu'a décidé la majorité? La piétonisation, sûrement. Et d'ailleurs, on est bien content que ça ait été plus loin, parce que nous, on avait une vision plus large de la piétonisation. Mais notre plan de mobilité était conçu avec Christian Seu de manière plus équilibrée. On ne créait pas un mini-ring qui va oppresser, en tout cas, le Pentagone. On créait des portes d'accès donc vers des boucles, qui permettaient d'aller vers le centre-ville. Et qui permettaient de revenir vers la grande ceinture. De deux. On a des parkings, on a des places de parking qui sont mal utilisées, mal indiquées. Il n'y a pas besoin de parking supplémentaire. Et par exemple, à la place du jeu de balle, vous avez une extension qui est prévue du parking Poulart, qui est déjà là. On a le parking de la Porte de Halle qui n'est pas utilisé et qui devrait être amélioré en conditions de sécurisation et de confort. Mais on a des places. Et en plus, les personnes qui font le marché peuvent tout à fait aller se garer le long du boulevard de mais comment on passe de la place Poulart au Marolles? Écoutez, c'est pas très loin. On peut faire 3 pas dans la ville. Et les camions peuvent de toute façon se garer le long du boulevard. Vraiment, tous les amis du vieux marché et de tous les riverains de la place du Sablon, tous les commerçants, il y a eu 12 000 signatures en moins de quelques jours pour montrer à quel point personne n'en veut. Vous avez signé la pétition? J'ai signé la pétition hier, je me suis rendu, j'ai rencontré les différents membres de la plateforme samedi, mais j'avais été la veille, pour vraiment pouvoir relayer leurs attentes au conseil communal à partir de 16h. Et hier, j'ai été à leur manifestation, qui était d'ailleurs assez bon enfant et amusante. Mais vous sentez qu'il y a un vrai mouvement populaire contre ce parking. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité doit reculer sur les Marolles? Je pense qu'en tout cas, nous, on veut la piétonisation, on demande qu'ils prennent un peu plus de temps pour venir avec un plan de mobilité alternatif qui soit mieux pensé pour les riverains. Et qu'à tout le moins, il y ait pas de parking à la place du jeu de balle. Donc c'est non pour le jeu de balle. Est-ce que ça peut être oui pour les 3 autres qui sont prévus dans le plan de S1? Non, parce que dans le plan de mobilité, nous demandons vraiment des modifications. Donc c'est le piétonnier, oui. Le plan de mobilité, non. Non.
Et en tout cas, sûrement pas le parking, mais le plan de mobilité doit vraiment être revu. Et on est prêt à aider parce qu'on veut réussir ce piétonnier. Donc on n'a pas du tout envie de bloquer vraiment son étendue. Ce qu'on veut, c'est un plan de mobilité qui soit crédible. Alors, on va quitter la ville de Bruxelles, on va s'intéresser à votre portefeuille ministre de l'Éducation, Fédération Wallonie-Bruxelles. Est-ce que vous voulez faire des économies sur les écoles à traitement différencié ou pas? Non, pas du tout. Ça a été très Ça vous agace que je pose la question comme ça? Oui, ça m'agace parce qu'en fait, d'abord, c'est un peu ce qui est écrit dans la presse depuis 3-4 jours. Hein. Il y a eu une petite campagne de désinformation. Il y a une campagne de désinformation. Quelques précisions. D'abord, c'est une mesure qui a été prise avant même la désignation des ministres et du gouvernement. Ça a été pris par les formateurs PS et CDH au moment de l'accord de gouvernement. Vous êtes en train de nous dire ça a été négocié par Benoît Ludgen, pas par moi. Non, mais ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on dit toujours que c'est une mesure que j'aurais prise. Donc ce n'est pas une mesure de Joël Milquet, mais, ça vous le dites. C'est une mesure collective qui a été prise par les formateurs et qui avait pour but, en fait, pas du tout de prendre 1 euro à l'encadrement différencié, que du contraire, mais de dire, vous avez des dotations de fonctionnement qui sont déjà plus importantes à la base que les autres établissements, et c'est normal. Donc c'est 70 millions par an, c'est ça l'enveloppe pour les écoles différenciées, qu'on appelait autrefois les écoles de discrimination positive. Oui, mais même à la base, dans la dotation de fonctionnement de base, vous avez une différence qui va entre 100 et 130 entre une école qui a des publics vraiment très paupérisés et une école qui s'en sort bien. Donc il y a déjà des montants complémentaires dans la base pour le fonctionnement. Et le raisonnement avait été de dire, comme il y a en plus de ça une petite enveloppe de 13,9 millions qui est affectée à du fonctionnement complémentaire, ne serait-il pas plus judicieux que cet argent soit dépensé dans l'encadrement différencié à la lutte contre l'échec scolaire pour avoir des remédiations, des périodes et des professeurs qui accompagnent l'étude dirigée, ou de l'encadrement complémentaire, ou des logopèdes, ou tout le soutien, notamment social, par rapport aux jeunes pour les faire réussir, puisque notre objectif, c'est d'augmenter la qualité, la performance et la réussite des jeunes. Ça, c'est le raisonnement et il est bon. Donc, ce que vous avez prévu, c'est d'embaucher 350 personnes pour réaliser cet effort de remédiation. Contre l'échec scolaire. Alors, moi, je n'ai pas de souci, je l'ai dit, j'ai fait des propositions et je pense qu'elles vont incessamment être suivies pour dire qu'il n'y a aucun souci à bien adapter le dispositif pour dire qu'on garde les dotations, de fonctionnement complémentaire, mais que nous devons fixer une part obligatoire qui doit être affectée à l'emploi, qui peut aller de 30 à beaucoup plus, peut-être une toute ou partie. On verra bien sur base de l'évaluation. Oui, mais ça peut... Donc ça, c'est une évolution. C'est ce qu'un arrêté devra déterminer en gouvernement, sur base de l'évaluation qu'on va faire avec les écoles et surtout les inspecteurs, de la manière dont l'enveloppe complémentaire est utilisée. Pour combien à l'emploi? J'essaye de résumer pour qu'on comprenne bien. Il y a une enveloppe. Voilà. Ils vont pouvoir soit continuer à en utiliser une partie pour les activités pédagogiques comme ils le font aujourd'hui, soit en mettre une partie sur l'embauche de personnel supplémentaire pour lutter contre l'échec scolaire. Ce n'est pas toute l'enveloppe qui va passer. L'idée, c'est de dire, vous gardez votre enveloppe, mais au lieu de pouvoir l'affecter totalement, uniquement au fonctionnement, il faudrait qu'on précise la part obligatoire que l'on doit affecter au personnel qui lutte contre l'échec scolaire dans votre établissement, bien évidemment. Mais les écoles on fera le faire sur base de l'évaluation de ce qu'ils font déjà maintenant, des besoins complémentaires que l'on a, parce que c'est une priorité en lutte contre l'échec scolaire, et on va la concerter au niveau du gouvernement. Ce que vous reprochez les directeurs d'école, ce qu'ils vous ont déjà dit par presse interposée depuis 2-3 jours, c'est oui, mais cette enveloppe, elle nous sert à faire des choses utiles, organiser des activités pédagogiques, visiter des musées, organiser des classes vertes, et on veut pouvoir continuer à le faire. Mais oui, bien sûr. Si vous prenez une partie de cette enveloppe pour payer des profs, il y aura moins d'enveloppe. Je sais, mais voilà, on est dans une enveloppe. On n'a pas de surfinancement, on n'a pas de refinancement, mais on n'a pas de définancement non plus. Mais dans l'enveloppe telle qu'elle est là, donc on ne reprend pas 1 euro, il est quand même bon de se poser ensemble la question de savoir si cette dotation complémentaire doit être affectée en tout absolument au fonctionnement et si une partie claire ne doit pas obligatoirement être affectée à la stratégie de lutte contre l'échec scolaire qui est une priorité. Donc ça, vous allez en discuter avec les directeurs d'école ? Voilà, mais donc ça veut dire qu'on maintiendrait la dotation. Il y a une part petite ou grande, selon l'évaluation qu'on va faire, qui doit être obligatoirement être affectée à la lutte contre l'échec scolaire. Mais jamais il n'était question d'aller prendre 1 euro à l'encadrement différencié. Ça a été très mal compris. Il y a eu beaucoup de déclarations, y compris maintenant des rangs du Parti socialiste. Je suis contente qu'ils aient suivi les Ça va se calmer, donc. Mais il n'y a pas de problème, puisque moi je propose ça depuis plusieurs semaines. Donc maintenant, s'il y a de la souplesse et que tout le monde est d'accord, j'en suis ravie, puisque c'était la proposition, en tout cas, un moment, je pense, d'équilibre qui pouvait être faite, et je pense qu'elle va être faite. Alors, un tout dernier thème, le nucléaire. On a une nouvelle centrale
centrales à l'arrêt. Est-ce que ça veut dire qu'on a mal préparé les centrales, le suivi des centrales et la sortie du nucléaire? Non, je veux dire ici, c'est quelque chose qui n'a en fait rien à voir avec le nucléaire. C'est on a 4 centrales sur 7 à l'arrêt. Un problème d'électricité qui se pose comme ça se pose dans n'importe quelle entreprise du monde. Voilà, dans quelques jours, ce sera remis. Donc ça n'a en fait rien à voir avec le nucléaire. 4 centrales sur 7 à l'arrêt, est-ce que ça ne veut pas dire que le nucléaire est un échec en Belgique? Non, ce n'est pas le nucléaire qui est un échec. C'est la manière dont les écologistes ont imposé une sortie du nucléaire absolument pas préparée, anticipée en 2003 sans plan alternatif. Et que les plans alternatifs sont arrivés dès lors plus tard, quand les majorités ont changé, et que tout ça se fait avec, en plus, des pensées politiques qui varient d'une majorité à l'autre, parce que le rapport au nucléaire évolue selon les majorités. Et qu'il n'y a pas eu à temps la vision claire avec laquelle nous devions sortir progressivement du nucléaire. Mais progressivement, ce n'est pas immédiatement. Il faut sortir plus tard ou on doit toujours sortir? Je pense que de toute façon, on doit étaler dans le temps, parce qu'à un moment, on a aussi un problème d'alimentation énergétique, de capacité, et il faut faire les choses dans le temps. L'objectif est de sortir du nucléaire à terme, mais en attendant, on ne peut pas se permettre, avec la dépendance que nous avons en tant que telle du nucléaire pour le moment, et avec la volonté d'avoir une certaine autonomie énergétique, de tout couper d'un coup, franchement. Donc voilà, il faut faire ça dans le temps. Merci Joël Milquet d'avoir été l'invité de l'interview. Les sports, ce soir, 18h25, votre rendez-vous avec Arnaud de Spiegelin. Tout de suite, la météo, Younes Mernissi.